mets-toi ici, Bertrand, comme ça. Donc Eric, tu es le patron de Cofac. Tu vas nous dire en 2 mots, puisque tu as le statut particulier qu'on trouve souvent dans les coopératives, d'être à la fois adhérent et patron de la structure. Donc dis-nous en 2 mots qui tu es pour eux. J'espère que tout le monde connaît Cofac. Dis-nous quand même un demi-mot sur le sujet. Et puis point P, je pense que c'est peut-être pas trop la peine de présenter l'entreprise. Et tu nous diras de quoi tu t'occupes. Vas-y Eric. Oui, bonjour à tous. Cofac, oui, société coopérative, distribution spécialisée dans le B2C, le B2B, outillage. Nous avons 900 points de vente en France, à peu près 400 adhérents. 5 familles, nous avons les Master Pro dédiés à l'environnement B2B, distribution, outillage, fourniture industrielle. Nous avons les Brico Pro, qui est plus axé, on va dire, B2C. Nous avons l'entité Securum dédiée à 100% sur EPI, très spécialisée, pure player EPI. Et nous avons également la gamme Epagri avec tout l'environnement bricolage sur le milieu agricole. Et en dernier point, nous avons également tout ce qui est Mastermat, Bigmat avec Fabio là, que vous avez vu ce matin, où on s'occupe un peu de leur corner distribution spécialisée outillage sur leur point de vente. Donc c'est 900 points de vente, à peu près nos adhérents font 1,4 milliard de chiffre d'affaires, principalement en France. On est un peu dans les dom-tom et en Corse. Voilà notre réseau de distribution. Tu considères que la Corse n'est pas la France? Non, pas du tout. Oui, alors cette particularité, nous sommes une coopérative d'indépendants. Le mot indépendant est très fort chez nous, aussi fort que coopérative. Je suis moi-même adhérent, j'ai 7 magasins spécialisés dans la distribution en B2B, donc avec sous-enseigne Master Pro. Je suis aussi adhérent, comme la plupart de nos adhérents, je suis adhérent à un autre réseau qui s'appelle Socoda, pour la partie acier. J'ai moitié de mon chiffre d'affaires en acier, moitié de mon chiffre en quincaillerie. Et c'est une vraie culture chez nous d'être multi-enseigne, multi-groupement et multi-métier. Voilà, tout à fait. Et on va prendre les meilleurs, ce qu'on estime être les meilleurs, pour faire correctement notre travail sur le marché. Et donc on va voir comment cette organisation à géométrie variable, qui c'est pas le truc complètement aligné, standardisé, etc., comment ça adresse le défi de la RSE. Bertrand. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le directeur marketing de Point P. Chez Point P, il se trouve qu'on a aussi 900 agences, voilà, donc ça se ressemble. Donc un réseau assez dense et alors peut-être plus homogène, c'est-à-dire on est et dans les grands centres urbains comme à Paris et beaucoup dans le milieu rural. Peut-être un mot d'ailleurs pour ne pas rentrer dans la description de Point P si vous connaissez tous, mais simplement je vois le logo, donc je peux vous dire que c'est pas le bon. Et vous dire ce qu'est Point P et ce que c'est devenu, c'est qu'on a fait un petit changement de... Alors c'est petit, mais on a gommé le mot matériaux de construction en dessous, donc en fait l'enseigne s'appelle Point P. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce que nous commercialisons, il y a des gammes qui ne sont pas exactement les matériaux de construction, notamment tout ce qui est revêtement et tout ce qu'on commercialise au travers des 220 showrooms. Parce que c'est un peu une particularité de Point P, il y a les 900 agences qui ont un commerce effectivement de gamme de matériaux plutôt pour les pros. Donc on a 80% de notre chiffre, des 4,5 milliards, c'est du commerce pour les professionnels, les artisans, et 20% en B2C. Donc c'est pour ça qu'on a fait un peu évoluer la marque. Le logo a légèrement changé, vous verrez sur le site. Donc c'est Point P et une signature de marque qui est votre réussite commence ici. 20%, ce qui veut dire que sur certains points de vente, tu dois monter à 40 ou 50. Non, on dépasse rarement le tiers du chiffre d'affaires. Ouais. En fait, on est quand même complètement B2B au fond. Hein. Notre cible client principal, c'est l'artisan du bâtiment. Pour autant, ouais, il y a des points de vente où on frise par exemple, en région parisienne, en général, on n'est pas très fort en B2C parce qu'il y a beaucoup de concurrence, d'autres formats de magasins. Et donc, ça arrive qu'on descende en dessous de 5%, mais rarement au-dessus de 30% dans un point de vente. Alors, donc, on va parler de RSE sur cette table ronde-là. Il se trouve, pour l'anecdote, vous avez peut-être remarqué qu'au départ, c'est pas Eric qui devait intervenir, c'était une autre présidente, puis qui a eu pour des raisons d'agenda. Eric, donc quand on l'a sollicité, on lui demandait est-ce que tu veux venir parler de RSE, pas parler de la stratégie en général, mais parler de RSE. J'étais pas très sûr
qui se sentent, il est DG quand même, président, il n'est pas responsable RSE, quoi. Je me disais, est-ce que Cofac a des trucs à raconter? Est-ce qu'il va se sentir suffisamment motivé? Et alors, il m'a répondu oui, avec un niveau d'enthousiasme pour s'exprimer sur le sujet que j'ai trouvé réconfortant et intéressant. Et vous allez voir qu'il est au taquet, Eric, sur l'importance accordée à ça. Tu m'as dit, pour toi, c'est la transformation du métier la plus profonde, la plus radicale et probablement la plus rapide depuis que tu es dans le métier, en fait. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai pris la présidence de la COFAC il y a à peu près 2 ans et j'avais fait mon premier discours à l'ensemble des collaborateurs de la COFAC à Poitiers, je me souviens, il y avait 200. Je leur avais expliqué qu'on venait de vivre une révolution digitale vraiment profonde, qui était pour nous, et moi j'insistais là-dessus, qui était plutôt une évolution. Et la vraie révolution qui allait à venir, c'était la révolution environnementale. Pourquoi ? Parce que on évolue énormément dans nos consommations, dans nos façons d'acheter, et ça devient, dans nos magasins, nous on le perçoit comme ça devient un acte social, maintenant de venir acheter chez nous. On est passé de on vient chercher un produit à on vient prendre un service à on vient en fait consommer avec certaines valeurs, avec certaines pensée du futur, de l'avenir, de la RSE et de l'environnement. Et ça bouleverse complètement tout. Le digital, c'est un canal différent, c'est une relation différente avec nos clients et avec nos fournisseurs. Et là, la RSE, par contre, pour nous, notre impact à nous, notre volonté est de comprendre pour que ça impacte totalement l'ensemble de nos cycles, achat, stockage, production, etc. Alors, on va reparler évidemment de tous les chantiers, mais c'est intéressant quand on parle dans le secteur du négoce de pourquoi la RSE devient un sujet vraiment important. Souvent, on nous parle beaucoup de réglementation. Toi, tu ne parles pas de la réglementation. Tu me disais pas la réglementation. Non, ça va être. Nous, on sent que ça va être si vous voulez, nos clients vont nous le demander. Commencent à nous le demander. Et si demain on n'est pas dans les clous, ils vont aller ailleurs. Et on va perdre ces clients. Bertrand ? Alors. Sur la réglementation, je serais peut-être plus modéré quand même. Eric, je pense que la réglementation, indéniablement, elle a un rôle. Vous en parliez un peu ce matin. Dans le neuf, la RE 2020, elle impose beaucoup de choses, notamment sur le sujet de carbone. Donc ça, c'est peut-être l'évolution des modes constructifs qui est accélérée par la réglementation. En revanche, là, je rejoins complètement Eric. Il y a des transformations de fond. Qui sont chez Point P et puis plus largement chez Saint-Gobain, c'est sûr qu'il y a une espèce d'histoire qui fait que c'est peut-être moins récent, mais qui est hyper présent dans le groupe, dans la culture du groupe, quand on parle de RSE. Et effectivement, je trouve que ce qui est intéressant en ce moment dans les opportunités, c'est que des choses qui étaient culturelles, parfois ça paraissait un peu poussiéreux, genre les principes de comportement et d'action de Saint-Gobain. Bon, c'était pas forcément le truc le plus branché et moderne de ce qu'on présentait notamment à des candidats. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans une stratégie RSE, si vous n'avez pas ça, ça colle pas du tout, quoi. Donc l'avantage pour nous, c'est qu'il y a des choses qui étaient un peu ancrées dans le groupe, qui deviennent finalement des éléments d'attraction pour des candidats, qui sont hyper importants pour les salariés aujourd'hui quand on le vit dans l'entreprise. Donc on en reparlera. Mais sur la manière dont la RSE se déploie de manière plus concrète que des choses écrites dans des rapports. Mais par exemple, quand Eric dit ça va être une transformation plus profonde, plus radicale et plus rapide que la transformation digitale, tu partages l'analyse? Alors oui, je suis d'accord, notamment sur la partie profonde. Enfin, même personnellement, j'étais assez impressionné de voir le changement. Je pense beaucoup aux candidats là, parce que vous êtes sans doute plusieurs dans la salle à travailler dans ce secteur, et alors c'est pas hyper branché le négoce de matériaux de construction quand vous les recrutez. Et je trouve que ça a changé, mais de manière hyper rapide, notamment quand on recrute, nous, dans des populations de jeunes diplômés de Bac+5. Franchement, c'était pas du tout la mode. Aujourd'hui, on voit bien que c'est différent. Il y a des valeurs d'entreprise qui sont reconnues, le rôle du bâtiment, en fait, et en quoi est-ce qu'on contribue à améliorer finalement nos conditions de vie. Ça change hyper vite. Et c'est assez profond. Peut-être que sur d'autres sujets, et notamment je reviens là sur, il y a l'autre bout de la RSE là, sur les modes constructifs. Alors là, le changement, je crains qu'il soit moins rapide, mais on en parlera peut-être un peu après. Et d'où le sujet de la contrainte réglementaire. Et donc Eric disait que lui, il ressentait quelque par rapport chose au digital, d'appétence chez les clients. Toi, chez les clients, tu sens l'intérêt, la demande qui commence à venir? Alors, ça dépend des segments clients. Là,
Je pense que, sans trahir de grands secrets, oui, on est évidemment, je crois que c'était Rexel qui en parlait ce matin, on est vachement consulté par les grands comptes, tous les gros chantiers de neuf, genre les JO. Bon, là, il y a plein de sujets et ouais, là, on sent beaucoup de mouvements. Nous, on est quand même beaucoup plus exposés aux artisans, hein, c'est les 2/3 de notre chiffre. Là, c'est un tout petit peu plus modéré quand même, hein, franchement. Et je trouve que là, on a une espèce il y a un double niveau, c'est-à-dire qu'il y a le client final, je crois que tu le disais aussi, hein, Eric. Le client final, lui, on le voit, nous, par exemple, un exemple sur les isolants biosourcés, ça bouge plutôt parce qu'il y a de la demande de personnes qui refont leur maison ou voilà, qui veulent investir, plus que par un artisan qui a réellement profondément envie de faire évoluer ses techniques. Mais peut-être que ça va bouger, et c'est un peu notre rôle d'ailleurs, de faire bouger les artisans. Et toi, tes premiers clients, c'est-à-dire tes adhérents, tes clients de premier niveau, avant d'arriver à l'artisan, puis ensuite au consommateur final. Donc les adhérents, ils ont quel niveau d'appétence et de sensibilisation ? Nous, on a, dans cette démarche RSE, on a 3 niveaux. Premier niveau de la COFAC, aussi bien de l'entreprise elle-même, dans sa façon de procéder, dans ses process. On a le niveau adhérent, qui est beaucoup plus compliqué. Là, vous avez des initiatives individuelles que nous encourageons, mais on reste, ce que je vous ai dit dès le début, on est indépendant. Donc on ne peut pas venir faire de l'ingérence chez nos adhérents. On est là pour les aider à avancer, d'aller plus vite. On a, je vous dis très, très sincèrement, on a à peine 10% de notre réseau qui est sensible à l'RSE. Le chemin est énorme. On en parlera peut-être après. Très peu de sensibilisation, on en parlera un peu après pourquoi aussi, parce que tout nous oriente actuellement et depuis des années à aller à l'inverse, c'est-à-dire on doit livrer tout de suite dans des choses qui ne vont pas sur le CO2. On doit apprendre à aller plus doucement, on en parlera après aussi. On n'est pas du tout dans cette logique, et ça fait des années et des années qu'on nous emmène dans d'autres directions, qui est tout de suite maintenant, qui n'est pas du tout une politique environnementale viable. C'est intéressant. Ici, ça doit... Et donc vous estimez... Non, mais je trouve que peut-être nous, le point, c'est sur les équipes, en fait. Voilà, comment est-ce qu'ils sont sensibles. Nous, on le mesure en quelque sorte, enfin, on mesure, c'est pas le bon terme, on s'en est rendu compte plutôt. On avait fait l'année dernière une grande récolte RSE. En fait, on cherchait on se disait, mais comme on a une feuille de route RSE, mais qu'on a vraiment fait rentrer dans la stratégie de la boîte, on s'est dit, il faudrait qu'on demande aux équipes qu'est-ce que eux, de leur point de vue, qu'est-ce qu'ils font, en quoi est-ce qu'ils peuvent contribuer à ce qu'on s'est donné comme objectif. Et en fait, finalement, j'avoue qu'on ne s'y attendait pas complètement, mais quand on a fait cet évidemment digital, et cette récolte, elle a donné lieu mais à des milliers de réponses, d'initiatives prises dans les 900 points de vente. Et au fond, je pense qu'on s'en est servi, nous, après, pour donner d'une part des exemples et s'inspirer de choses qui étaient faites sur certains points de vente, dans des initiatives hyper locales, hein, des trucs tout bêtes comme des magasiniers qui prenaient leur vélo pour aller livrer des clients, on n'avait pas forcément conscience ici à Paris. Voilà. Et ça a permis de se rendre compte qu'il y avait dans les équipes une sorte d'envie de le faire, quoi. Alors, sur le plan du niveau de formalisation, tu parlais de feuille de route RSE, vous en êtes où ? Est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement articulé, avec un plan précis, ambitieux, chiffré, quantifié, intégré au business model ? Ou est-ce que c'est un machin qui vit à côté de la stratégie principale ? Quel est son niveau de formalisation ? Vous estimez que vous en êtes où ? À quelle marche de l'escalier ? Oui. Alors, ce que je disais tout à l'heure, niveau COFAC, on avance énormément, on est en train de se certifier. Si vous voulez, on a pris le sujet il y a 2 ans, on s'est dit comment on fait ? Est-ce qu'on le prend nous-mêmes avec une équipe interne ? On s'est dit on va employer, on va recruter 4-5 personnes qui vont nous faire notre politique RSE avec une certification, avec un label que nous allons lancer, etc. On s'est aperçu au bout de ces 1 an et demi de travaux que ça valait pas grand-chose parce que se certifier nous-mêmes, ça n'a aucune valeur. C'est aussi facile de donner les grilles et en même temps de s'évaluer. Ça ne vaut rien chez le client final. Donc on est parti dans un ensemble COFAC à aller vers une certification, vers un organisme qui s'appelle Collectif
génération responsable, où on finit la certification, c'est un an de travail, on va avoir la certification en octobre. Ça, c'est le premier sujet. On va pouvoir la descendre chez nos adhérents, ils vont remplir une grille d'évaluation qui va leur permettre d'exposer ça à leurs clients et de le mettre dans leur charte de fonctionnement avec leurs clients. Donc là, on est niveau COFAC adhérent. Derrière, niveau adhérent, on a énormément d'initiatives. Alors je te dis, c'est les 10% d'adhérents, ça représente que 40, qui travaillent énormément sur des opportunités de développement incroyables. On a notamment dans les EPI, on a une société qui s'appelle Tacapas qui recycle intégralement les chaussures de sécurité, et c'est en train d'exploser littéralement, et on est en train d'en mettre partout en fait. Donc c'est une accumulation. Donc ça, c'est un adhérent qui a lancé un truc dans son coin. Oui. Et qui du coup va devenir prestataire pour les autres adhérents avec une diffusion horizontale, on va dire, capillaire. C'est ça. On fonctionne un peu comme des réservoirs de start-up, c'est-à-dire dans nos adhérents, ils lancent des sujets, on les aide financièrement, et quand ça fonctionne, on les diffuse dans le réseau et on les développe pas. Là, on est parti sur 4-5 points de vente, on va finir d'ici la fin de l'année, donc c'est très récent. On va être à plus de 150 points de vente avec du recyclage de chaussures à 100%. On pourra en expliquer peut-être les modalités. Mais voilà, c'est des individualités fortes qui nous amènent des opportunités de demain. On mixe les deux, donc on a cette force-là, et c'est très riche. Très bien. Et vous, donc, au grand groupe, etc., je suppose que tout ça est très articulé. Oui. Bon, évidemment, donc, il y a toute une partie qui se trouve chez Saint-Gobain. Donc là, je vous laisserai le découvrir. Il y a une stratégie sur la RSE et le développement durable qui est écrite et très détaillée. Peut-être plus spécifiquement donc sur Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, là on a aussi, on se l'est approprié, on a des choses assez, j'allais dire, presque simples autour de 4 piliers. On a un sujet, c'est un peu évident, on en parle beaucoup autour de l'efficacité énergétique, donc ça tombe bien, c'est un peu notre métier. Le deuxième pilier, c'est la réduction des émissions de carbone, là aussi, et des déchets. Bon. Le troisième, sur la logistique, parce que c'est probablement le point sur lequel, en tant que distributeur, on peut avoir une influence rapide la plus importante. Et le quatrième, autour des équipes et des clients. Donc ça, c'est un peu la formalisation, parce que évidemment, un peu grosse boîte, on formalise. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a cherché à éviter l'écueil du... Alors c'est une grosse boîte, ce que tu disais en fait. On nomme un responsable, une petite équipe, on prend des consultants et autres. Donc ça, on n'est pas tombé dedans. Et donc, on a rentré l'ensemble des initiatives, des projets qui sont rangés dans ces 4 piliers, on les a rentrés vraiment dans notre vision stratégique. Donc chez Point P, ça a été lancé il y a 7 ans. C'est des projets de vision partagée, donc, où on fait ça avec toutes les équipes. Donc il y a les 11 500 personnes qui ont été associées à l'écriture de ça. Et à l'époque, quand même, c'est vrai que, peut-être pour répondre aussi à ta question de rapidité, il y a 7 ans, quand on a écrit cette vision partagée, donc c'était avec une vision à 10 ans, donc ça s'appelle Conquête 2025, il n'y avait pas tant de RSE que ça. Ça y était, il y avait quelques lignes sur voilà ce qu'on va faire et autres, mais c'était sincèrement pas hyper puissant. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? C'est un peu comme un refresh de cette vision partagée, et on a intégré nos éléments de feuille de route RSE dans tous les projets de transformation liés à cette vision stratégique. Et donc vous estimez tous les deux, avec alors, la diversité d'approches, d'organisation, etc., qui est liée à la différence de type d'organisation, de type d'entreprise que vous êtes, mais dans les deux cas, il y a une ambition de pousser le curseur loin et très fort mais maintenant, quoi. Enfin, pas. Ah bah oui, là, donc peut-être tu posais la question, est-ce que c'est chiffré et autres? Oui, donc là, les chiffres, il y en a beaucoup sur le carbone, avec les échéances 2030-2050. Donc là, on rentre dans ces sujets. Vous en parliez ce matin sur les scope 1, scope 2, scope 3. Donc ça, c'est très clair. Après, il y a peut-être des éléments moins chiffrés, mais sur toute la partie RH, recrutement, diversité. Donc c'est sûr qu'il y a d'autres éléments, bien sûr. Okay. Mais je pense que c'est complètement parti. Ouais. Si on reprend les grands chapitres que vous avez évoqués les uns après les autres, donc tu le disais, le sujet qui est peut-être le plus actionnable et avec déjà en même temps un impact significatif, c'est la logistique. Là, il y a différentes façons. Il y a la logistique, il y a d'avoir des camions électriques, on en parlait tout à l'heure, ou plus généralement du transport plus durable. Il y a tout simplement les modes de livraison. Et tu disais une chose intéressante, Eric, tu disais la culture logistique des 20 dernières années
c'est toujours plus vite, toujours plus de rapidité, de flexibilité, etc. etc. C'est sûr que l'objectif de performance, il n'est pas très RSE là, dans ce cas-là. Oui, alors oui, parce que toute l'économie depuis les 15-20 dernières années est fondée sur le fait que le transport coûte rien. Nous, on a négocié par exemple des contrats avec la Poste pour nos adhérents. On livre dans toute la France des colis de moins de 5 kilos pour moins de 2 euros. Et on livre en J+1. Et généralement même, ça part à 17h, c'est livré le lendemain matin, etc. Là, on est dans des aberrations complètes en termes d'écologie. Et alors c'est très compliqué. Nous, on parlait des logistiques, justement. On a rehaussé, on a 3 logistiques qui fonctionnent en France sur nos différents métiers. On a rehaussé le franco, c'est-à-dire la limite par laquelle vous payez une surtaxe de transport, qui était à 250 €. On l'a passé à 400 dans cet objectif de... Parce qu'on avait des adhérents, ils appelaient 4 fois par jour, passaient des petites commandes, etc. Donc on leur a dit non, essayez de grouper. Ça a eu un tollé total. On s'est dit, nous, on ne veut pas redescendre parce que c'est une aberration et en coût et en transport. Et on leur a proposé une autre solution qui était, on vous le remet à 250 €. Par contre, vous êtes livré en J+3 parce que c'est un canal différent, etc. Et ben ça ne fonctionne pas du tout. En fait, personne ne l'utilise. Tout le monde le veut le lendemain en payant plus cher. Donc on est, voilà, la sensibilisation à attention, on a un mode de fonctionnement qui est un peu différent et qui est plus écologique, fonctionne absolument pas. On a eu 0, on l'a démarré là, 1er janvier, on a eu 0 commande avec des personnes qui disaient, moi je suis prêt à attendre 3 jours de plus sur les logistiques pour un coût qui était, permettre de passer plus de petites commandes. Ça ne marche pas en fait. Alors nous, on a le sujet des gros produits, évidemment. Finalement, toute cette évolution récente, elle rend hyper trendy nos agences parisiennes, parce que c'était, pour ceux qui sont parisiens, il y a quelques agences Point P le long de la Seine. Et alors, il y a quelques années, la mairie de Paris, ce qu'ils voulaient, c'est mettre des bars et des plages à la place. Là, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas très malin, que l'approvisionnement fluvial, donc nous, là, on le faisait, on l'avait pas arrêté, mais c'est devenu une sorte de « Ah bah tiens, c'est génial, Point P fait de l'approvisionnement fluvial ». Bon, donc ça, on continue et on cherche à le développer. On fait de la pro là, pour le chantier des JO. Mais je dis ça de manière anecdotique, mais c'est quand même vraiment une réalité, quoi. On se faisait virer comme des malpropres il y a quelques temps et il fallait que les négoces de matériaux soient en périphérie des villes et approvisionnent par camion. Bon, alors maintenant, c'est plus du tout ça. Il faut plus de camions dans les villes. Donc là, on change. Donc, vous l'avez entendu ce matin, on passe sur du gaz naturel pour véhicules, du B100. On a quelques tests là en Ile-de-France. On a 2 camions hydrogène qui sont arrivés. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste. Je ne sais pas si ça sera ça le futur ou le camion électrique. Mais en tout cas, on teste pour être capable de répondre. Et on bascule progressivement toute la flotte. Notamment, là, vraiment, le truc qui marche, c'est le biocarburant, là, le B100. On équipe les agences pour mettre des cuves. Ça aussi, c'était un vieux truc. Autrefois, on avait des cuves de gasoil qui avaient toutes disparu. On remet des cuves dans nos agences pour avoir du biocarburant. Et puis après, il y a des trucs plus anecdotiques comme la livraison vélo et autres. Donc ça, c'est moins important. Le truc, c'est le donc là, c'est sur le mode de transport. Si on monte d'un cran sur le schéma logistique, est-ce qu'il y a des impacts ? Pour le moment, on a des optimisations. Alors c'est un peu rasoir, mais bon, oui, on a des optimisations de livraison depuis nos bases. On a 3 grosses bases logistiques en France encore. Et c'est exactement ce que disait Eric. Alors, on a un peu l'avantage pour l'appro de nos magasins de ne pas trop leur laisser le choix. Et donc, ton point est juste. On a réduit finalement la fréquence de livraison dans les agences. Donc ça, c'est un peu lié quand même aux problématiques RSE. Donc oui, ça change un peu le schéma logistique. Se pose la question soulevée par Eric, finalement ça va être quoi demain les attentes des clients. C'est vrai qu'aujourd'hui les clients ils attendent, donc le client artisan, ils attendent de la dispo quasi pas immédiate mais presque, comme dans le monde réel. Et donc il faut arbitrer ça avec une logistique qui soit durable ou en tout cas vertueuse. Toi Eric, tu as un gros entrepôt national ? On a 3 sites, dont un plus gros près de Poitiers. Et on est moins intégré, c'est-à-dire que c'est seulement 10% de notre chiffre global achat qui passe par ces plateformes-là. Donc ça reste vraiment ce qui pourrait justement justifier encore plus cette fonctionnalité RSE, parce que généralement c'est pas les commandes via ces plateformes, c'est pas les 20-80, c'est le reste. Donc là normalement vous avez plus de temps, mais non, ça fonctionne pas comme ça et on n'y arrive pas. Moi j'y arrive pas, on n'y arrive pas, ils sont pas prêts parce que leurs clients sont pas prêts en leur disant monsieur attendez 3 jours, non il me faut demain, quoi. C'est comme ça. Et alors du coup, si tu es dans une logistique de J+1, est-ce que le
dans l'arbitrage sur le nombre d'entrepôts versus le transport, est-ce que le principe des gros entrepôts nationaux, ça reste le bon? Est-ce qu'il faut imaginer une logistique de proximité? Alors, on est en plein dans une refonte complète de notre logistique en disant, voilà, quels sont les enjeux de demain? On en est même à se dire, demain, si le transport explose et multiplié par 3 ou 4, logiquement, il va se passer comme dans certains modèles, c'est-à-dire qu'entre le producteur et le distributeur régional, il n'y aura plus personne, et ça ira en direct. Ça veut dire que toutes les centres logistiques vont disparaître. Ça, c'est, on va dire, l'extrême. Et derrière, vous avez peut-être des choses un peu plus mesurées qui seraient des centres logistiques locaux, régionaux. Et on est plutôt à partir dans cette idée-là, qui est d'avoir peut-être plusieurs points, 4 en France, 4-5 en France, plutôt qu'un centre logistique unique, pour limiter l'impact du transport et du conditionnement. On est plutôt dans cette stratégie-là actuelle, mais ça peut encore changer. Mais on est même passé par des moments où on se dit la logistique va complètement sauter parce que le transport va être complètement rédhibitoire pour l'avenir. Alors, sachant que sur ce sujet-là, c'est un sujet, je ne veux pas dire qu'il est facile, mais en tout cas, les préoccupations économiques et écologiques se recouvrent en partie, on va dire. C'est-à-dire que maintenant que l'énergie et le transport sont devenus des problèmes et des pain points dans le PNL, t'optimises les deux en même temps, en partie, c'est pas strictement vrai. Mais sur le sujet suivant sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est moins vrai. C'est-à-dire que, on le disait ce matin, 60 ou 70% de la trace carbone dans votre métier, comme dans tous les métiers, c'est les produits, et non pas la façon dont on les distribue et dont on opère le métier de distributeur. Qu'est-ce que vous voyez sur le fonctionnement de la filière, sur l'évolution des produits qui sont commercialisés? Là aussi, on a une culture historique sur les 20 dernières années qui a été d'aller chercher des gains économiques qui n'étaient pas du tout vertueux sur le plan RSE. Donc, alors vous êtes sur des marchés très différents de ce point de vue-là. Donc, vous en êtes où aujourd'hui sur la relation à la filière et les comportements de la filière de ce point de vue-là? Et dans quel sens vous poussez? Et est-ce que c'est des choses sur lesquelles on peut espérer faire bouger fortement les choses? Tu veux commencer peut-être, Bertrand? Oui, écoute, nous, c'est vrai que là, il y a un peu ce que je disais tout à l'heure. Là, tout d'un coup, il y a des choses qui deviennent finalement bien en ligne avec une stratégie RSE. C'est-à-dire que nous, 90% de nos achats sont français, donc dans la partie matériaux. Donc ça, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est une sorte d'avantage. Et tu disais, il y a 10 ans, on vous le reprochait plutôt en disant vous n'êtes pas moderne, il faut aller chercher des économies. Et effectivement, comme quoi ça change. Il y a 15 ans, chez Saint-Gobain, il y avait une stratégie de low-cost sourcing où on était mauvais, finalement, voilà, dans la distribution de Saint-Gobain. On n'était pas très développé dans nos appros en Chine et en Inde. Bon. Donc on nous reprochait de ne pas développer assez d'achats là-bas. Au final, ce qu'on faisait mal devient un avantage, c'est-à-dire que d'une part, on avait peu développé les achats de produits en Chine et autres. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal ce qui est fabriqué en Chine. D'ailleurs, je pense qu'il faut équilibrer nos propos. Mais en tout cas, on a arrêté de mettre l'accent dessus. On dit plutôt qu'il y a beaucoup de produits par nature qui sont fabriqués en France dans des usines françaises, que ce soit la brique, les parpaings et autres. Bon, bref. Et puis sur les autres produits, on est en train d'étudier, dans certains cas, notamment dans les petits produits qu'on en discutait avec Eric, où il y a vraiment des cas où on relocalise nos achats et nos approvisionnements. Donc ça, c'est sur l'origine des produits et sur la nature des produits. Sur l'offre, écoute, là je trouve que ce qui se passe, nous on a un rôle. Alors d'une part, l'opportunité c'est quand même d'aller porter de l'innovation. C'est-à-dire que oui, ça bouge peut-être un peu un secteur où il n'y a pas non plus de l'innovation tous les 4 matins dans le bâtiment. Et souvent, il y a du temps sur la mise sur le marché. Donc je trouve que là, ce qui se produit est intéressant pour nous. D'une part, côté relation avec nos partenaires, il y a des nouveaux sujets de discussion, très clairement. Donc là, c'est une contrainte, mais en même temps, c'est une manière de se parler de nouvelles gammes, de nouveaux produits, de recherche, même de leurs enjeux RSE à eux. Donc on a beaucoup d'échanges là-dessus sur leur propre feuille de route et comment on peut interfacer les deux. Donc ça, c'est le côté un peu amont dans la relation avec les partenaires industriels. Et puis de l'autre côté, là, le rôle du distributeur vers les clients, qui est somme toute pas si nouveau que ça, mais comment porter l'innovation, ça c'est super dur, c'est hyper dur, c'est pas parce que c'est une offre durable qu'elle est plus facile à rentrer sur le marché. Alors peut-être ce qui change, j'en parlais, c'est que c'est lié à une prise de conscience de la société, donc des salariés et des clients finaux, et donc peut-être que notre façon de le proposer aux artisans va aussi avoir plus d'écho, parce qu'ils vont peut-être à la fois en tant que citoyens et puis voyant leurs clients finaux,
davantage écouter nos propositions. En tout cas, nous, on essaye vraiment de travailler fortement cette partie, essayer de changer le comportement de nos clients, surtout sur les produits. Ça, on y arrive un petit peu, on a tout un tas d'initiatives. Plus dur sur le comportement, genre il faut changer ton moyen de transport, ta camionnette et autres. Ça, c'est quand même super dur, c'est ancré dans les habitudes, quoi. Parce que moi, ça fait, comme je disais, je ne suis pas un perdreau de l'année en matière de négoce. C'est le fait de. Ça fait des années des décennies que j'entends des négociants dire il faut qu'on éduque, qu'on habitue, qu'on forme, etc. Et de dire le facteur d'inertie en fait dans ce métier, il est souvent du côté de l'artisan. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être ce côté nouveau où il y a d'une part pour nous en interne, parce qu'il y a aussi nous, nos propres équipes, qui, je pense, voient une espèce de finalité plus intéressante. C'est pas juste mettre une nouvelle gamme de l'industriel A. C'est ah oui, non, mais là, on propose des gammes qui sont censées être plus vertueuses. Donc, il y a, je pense, une espèce de motivation supplémentaire à réussir la mise sur le marché d'innovation. Et puis, pour notre client artisan, ces clients finaux qui ont un discours quand même qui change. Et puis, lui-même, en tant que citoyen, je pense, il baigne dans le même monde que nous. Donc, moi, ce que je voyais, je te rejoins, ça fait des années qu'on dit qu'on essaye de mettre l'innovation, on s'arrache les cheveux avec les industriels pour essayer de faire mieux, plus vite. Et donc, je crois que ça devrait faire changer et accélérer et enfin réussir, j'espère que tu le verras, une innovation qui arrive plus vite sur le marché. Et dans ton secteur, donc c'est très très différent. Alors sur type de sourcing, problématique d'achat extrêmement différentes, sur la capacité à aller vers une offre durable. Oui, alors c'est peut-être pour ça aussi que je parlais de vraie révolution au début, c'est que nous on est beaucoup plus sensibles, on est des distributeurs de produits dont la culture a fait que depuis les 15-20 dernières années, soit le produit est fabriqué, soit les composantes majoritairement sont composées en Asie, parce que produits technologiques, parce que etc., etc. Et donc on est très exposé à cela parce que la majorité vient. Alors après, le pendant de tout ça, c'est qu'on est des distributeurs. Donc on a 1000 fournisseurs à la COFAC et notre capacité, elle est aussi de choisir. Et demain, s'il y en a un qui joue pas le jeu, on peut le sortir, le remplacer par quelqu'un qui joue le jeu et qui correspond tout à fait à nos valeurs. Donc on est une situation qui est assez facile. Nous, on est là, on fait notre marché, on choisit les fournisseurs qui jouent le jeu, qui ne jouent pas le jeu, et on va avancer comme ça en fonction du marché. Pas trop en avance, pas trop en retard. Donc ça veut dire que tu vas commencer à scorer tes fournisseurs sur des critères, y compris RSE. Voilà, on est en train de les scorer, on change notre valorisation de nos fournisseurs et on leur met un indicateur RSE. Et on le sent naturellement. Nous, on l'observe depuis. En fait, il y a un double mouvement de fond. C'est-à-dire que, et c'est parallèle parce que c'est chez les mêmes fournisseurs. Vous aviez, avec le Covid, les problèmes de sourcing chez eux pour fabriquer leurs produits et nous l'envoyer. On s'est aperçu que plus ils étaient dépendants de l'Asie, plus ils étaient impactés, et ceux qui étaient moins indépendants de l'Asie avaient de meilleures chances de vous servir leurs produits. Donc ils ont énormément progressé, beaucoup plus que les autres. Nous, on voit des fournisseurs qui étaient majeurs dans leur métier s'écrouler complètement parce que pas de stock intermédiaire, production, etc. Et on voit des acteurs beaucoup plus petits, français, qui sont poussés par ce problème d'approvisionnement et qui maintenant surfent sur la deuxième vague qui est le local, le régional, le français. Donc on a un double effet en fait. Et donc l'élan est lancé. Et nous on voit certains, je parlais de fabrication de forêts là, dans l'Ain, on voit ils ont des croissances de chiffres là à 3 chiffres. Parce que français, parce qu'on le vend très bien nous dans nos magasins en disant bah voilà, on met un gros truc bleu, blanc, rouge, c'est des forêts fabriquées en France, c'est dans tel endroit, etc., etc. Et ça marche. Ça fonctionne. Donc nous, notre force, c'est de choisir notre premier rôle, et ça a toujours été, de toute façon, dans nos magasins, etc., le premier service qu'on fait, c'est choisir les fournisseurs et on le pousse à nos clients. C'est notre premier choix. Venez chez nous, on a déjà fait le tri. Et logiquement, ce tri est bien fait. Donc demain, ce tri va être différent, il va être RSE. C'est-à-dire qu'on l'aura bien fait en disant, on vous garantit, jetez pas, 80% de ce qu'on vous vend a été soit fabriqué en France, soit au moins à 50% avec des pièces d'origine européenne ou française. Donc nous, l'idée, elle est vraiment là, elle est de s'adapter au maximum et de pousser. Et on est très à l'aise de dire ça parce qu'en fait, on va contraindre nos fournisseurs. En fait. C'est vraiment le mot. Et on va faire des choix stratégiques. On est en train de les faire. Il y en a qui glissent,
qui sont en train de sortir, il y en a d'autres qui sont en train d'entrer. Et le choix n'est plus tellement le prix, la disponibilité, la technicité, l'innovation même, ça devient fabrication française. Ça, vous gagnez déjà 5-6 points facilement, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que en fait, vous allez dans le sens de choses qui sont plus vertueuses, qui sont plus RSE, pour des raisons de conscience RSE et écologique, mais aussi parce que le modèle d'avant, c'est vachement grippé, en fait. C'est-à-dire le tout global, le tout sourcé loin, le tout just in time. Ça, peut-être que ça remarchera un jour, mais enfin, ça fait quand même quelques années maintenant que ça marche plus et que c'est une source d'embarras. Tu peux nous, sans forcément citer de nom, mais tu évoquais le cas d'un très gros fabricant, très international, très puissant, très optimisé, très just in time, très fabriqué très loin, et donc et sur lequel on est sur un modèle qui est vraiment profondément déréglé aujourd'hui. Oui, non, on peut le citer, c'est Bosch. Bosch, notre premier fournisseur de très très loin, historique, et qui depuis 3 ans, on le voit avec le Covid, est en train de complètement s'effacer au profit des autres, parce que sur certains produits Bosch en gamme électroportative, vous êtes retrouvé il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, avec 70% de rupture. Vous ne pouvez pas travailler, en fait. Donc naturellement, des gens qui ont des business models établis sur du sourcing en Asie, avec des plateformes, etc., demain, ça devient très compliqué. On l'a vu avec ces problèmes d'approvisionnement. Demain, ça va être avec des problématiques CO2, c'est-à-dire produire loin. Et ça va être très, très compliqué de performer dans nos magasins, parce que les clients vont vouloir autre chose, en fait. Alors, on a beaucoup parlé de les 2 gros sujets à gros impact, donc les produits et la logistique. Un petit mot sur la façon de faire le métier, notamment les agences. Bon, c'est pas là que sont les gros impacts carbone, mais quand même, je suppose que vous faites des choses. Oui, donc tu as raison, oui, c'est sûr. Donc nous, sur les 900 agences, on a fait une espèce de sélection. Il y en a 79 très précisément, sur lesquelles on sait qu'on doit investir, si possible, dès l'année prochaine. C'est un peu dans le cadre du décret tertiaire. Donc ça, c'est, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des gros projets comme ça, donc qui nécessitent de l'argent et des investissements de la part de Point P pour mettre les agences à niveau. Donc c'est des problématiques d'isolation, d'énergie utilisée, donc de changement de générateur et autres. Et puis de l'autre côté, on continue aussi de garder, on marche toujours sur nos 2 jambes là, dans le cadre de notre programme. D'un côté, des gros projets de transformation, donc qui nécessitent des invests, et de l'autre, de susciter autant que possible l'initiative individuelle, c'est-à-dire que chacun dans la société se sente finalement embarqué dans ces sujets d'économie d'énergie. Donc on a toujours la même méthode où on a, en ce moment, on est pile en train de le faire, d'essayer de recenser les bonnes pratiques à droite à gauche. Donc ça va des modes de charge des chariots, parce que tous nos chariots là, dans les agences deviennent des chariots électriques, donc à quelle heure je les mets en charge, est-ce que j'arrive à le faire pendant la nuit. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire dans les agences, vraiment des initiatives qu'on récolte pour s'assurer qu'il y a du mouvement aussi dans les agences. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on disait aussi ce matin, au fond. On le fait parce que là, on y est un peu contraint. Rebelote, là, c'est le réglementaire qui joue. Mais sur les sujets carbone, c'est ce que disait Eric. Clairement, c'est dans la relation avec les industriels où il y a beaucoup de discussions sur à quel rythme ils décarbonent leur offre, qu'est-ce qu'ils proposent. Et c'est quand même là que les gros enjeux se trouvent. L'étiquetage environnemental, un jour, ça va venir sur vos marchés ? En fait, ça, c'est un peu, c'est même beaucoup un sujet donc, dans la relation avec les industriels. Comme tu disais, il y a ces sujets d'évaluation RSE, pas évident, je trouve, parce que nous, on marche un peu sur des œufs. Donc là, on utilise la plateforme EcoVadis, que certains d'entre vous doivent utiliser ou y contribuer, alors qui donne des scores. Et en même temps, dans mes équipes, en fait, tout d'un coup, on se retrouve parfois avec des scores déplorables pour certains industriels, mais en même temps, on ne s'est pas dit, en dessous de telle note, on les sort de notre relation. Enfin, c'est pas complètement clair dans la manière de quelle prise en compte on a de ces scores. Donc aujourd'hui, c'est, comme je disais, beaucoup dans la relation et la discussion avec chaque partenaire pour essayer de trouver des moyens de progresser quand le score est mauvais. Et puis, finalement, je trouve, côté produit, nous, notre boulot, là, c'est d'arriver à aussi donner une espèce de cadre et de direction à ce dont on a besoin, en fait. Donc là, chez Point P, il se trouve qu'on lance des initiatives en lien avec Saint-Gobain sur, par exemple, la construction en terre.
de manière à ce que les autres industriels voient ce qu'on cherche à faire et ce qu'on cherche à proposer aux clients en fait. Bon, et au niveau local, donc là, toi, tu as moins la main sur ce qui se passe au niveau des agences, mais tu disais tu as un certain nombre d'adhérents qui sont au taquet, qui font des choses bien. Alors on les aide, on fait du sourcing. Par exemple, on a 24 adhérents qui sont autonomes de façon énergétique, c'est-à-dire qui produisent plus avec du photovoltaïque sur leur toit. On a la chance d'avoir beaucoup de magasins, donc on a des surfaces qu'on peut équiper en photovoltaïque, et on a 23 adhérents qui produisent plus que ce qu'ils ne consomment. Bon, ça ne veut pas dire que leur facture baisse, parce que ce qu'ils vendent, c'est tarifé, ça a été organisé il y a plusieurs années, et c'est pas au coût de ce qu'on leur facture maintenant, mais au moins on est dans un process où on essaye de consommer moins que ce qu'on va essayer de produire. On est en train de le développer sur l'ensemble du réseau, c'est-à-dire leur faire des offres, et il y a de plus en plus de personnes qui viennent. L'idéologie, c'est là, c'est l'impact total carbone, consommation d'électricité qui doit baisser. On a cette obligation-là dans les années qui viennent, quoi. Alors, on en vient au dernier sujet qui est peut-être le vrai sujet. C'est comment on réconcilie la vertu écologique et la rentabilité. Si, pardon, on dira un petit mot du sociétal après. Ouais, on va parler de sociétal d'abord parce que je sais que ça te tient à cœur, Bertrand. On va en dire un petit mot. Donc, c'est vrai qu'on parle énormément de traces carbone quand on parle de RSE parce que c'est quand même là enfin, c'est ça qui risque de faire disparaître l'humanité un jour. Bon. Et puis c'est ça qui est présent dans la tête des gens et qui est sur le dessus de la pile des priorités aujourd'hui beaucoup. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a un S dans RSE aussi. Et je sais que c'est quelque chose auquel tu attaches de l'importance, par exemple. Non, mais en fait, vous l'avez entendu ce matin avec Olivier. Bon, j'essaierai de vous le décrire plus en détail peut-être à la pause, mais c'est vrai que ce qu'on a appris là, chez Saint-Gobain Distribution France, c'est ce que c'est qu'embarquer 20 000 personnes dans une démarche de vision partagée. Bon, moi, je l'ai vécu, j'étais assez impressionné. Donc ça, c'est pour la partie salariée. Comment est-ce que, finalement, vous faites adhérer vos équipes? Et il y a quasiment une méthode, d'ailleurs, hein, on ne l'a pas fait tout seul. Et ça, je pense que ça, c'est la première chose, c'est finalement les équipes, comment elles sont embarquées dans le projet de la boîte, notamment sur la RSE. Donc ça, c'est pour les équipes. Sur les clients, on essaye de faire la même chose un peu en miroir. Alors c'est dur, mais on a une communauté de clients qui s'appelle Génération Artisan. Ils sont 16 500. C'est finalement quelque chose qu'on sait très bien faire hein, dans notre métier de B2B. On est à une proximité énorme avec les clients. Bon, voilà, ça, je pense que vous le savez tous. Et on essaye de le reproduire à l'échelle nationale. C'est-à-dire que ce qui se passe en local, où les clients et nos équipes se connaissent très bien, on essaye d'en tirer parti, en quelque sorte, ou tirer profit au niveau national. Donc c'est les 16 500 clients qui sont dans cette communauté Génération Artisan. Alors pourquoi ? Ben, c'est un peu sur le S. C'est-à-dire que la notion de communauté, c'est un savoir-faire. Et on essaye de le recréer pour tisser des liens entre des artisans qui ont parfois des corps de métier différents, pour les accompagner et être plus proche d'eux, parce que c'est beaucoup de clients fidèles. Et donc, à la fin, je reboucle sur notre sujet un peu d'offres durables, c'est-à-dire que c'est avec eux qu'on va surtout essayer de mettre sur le marché ces nouveaux produits. C'est-à-dire des gens qui sont proches de nos équipes, proches de nous, et qui ont confiance dans ce qu'on propose, que ce soit des produits ou des services. Puis enfin, après, je l'ai dit au début, hein, je trouve que sur le sujet là, de l'inclusion, oui, dans notre, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la CAPEB la semaine dernière. On se rend compte que c'est un métier, très masculin. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'était assez frappant c'était ce vendredi soir. Et donc, on essaye à un autre niveau d'avoir, dans le recrutement que l'on a chez Point P, de faire bouger, Olivier en parlait ce matin, et d'ouvrir au plus possible les recrutements de nouveaux salariés. Oui, ça ne doit pas être une mince affaire quand même. C'est pas évident, mais on est résolu là-dedans. Et au fond, donc, évidemment qu'il y a des choses qui sont peut-être pas faisables parce qu'il y a des métiers plus durs que d'autres. Mais... Alors quand on est un groupement d'indépendants, c'est pas forcément facile d'être très proactif sur la partie sociale, parce que s'il y a bien un sujet où les adhérents attendent pas grand-chose de la coopérative, c'est bien sur la façon dont ils gèrent leur personnel. C'est un sujet quand même chez vous ? Alors oui, c'est un sujet. On a embauché une nouvelle DRH il y a 6 mois qui a énormément de compétences en coaching. L'idéologie, elle est là. D'ici la fin de l'année, elle a un service de 3 personnes. L'étendre à 5, 6 personnes et faire du service à l'adhérent pour l'emmener sur des problématiques terrain, RH, amélioration des conditions de travail, etc., etc. On est en lien avec des fédérations où on essaie de faire circulariser l'ensemble
des sujets, que ce soit la Fédération française de la quincaillerie, la Fédération française du commerce associé, etc., où là, les vrais sujets sont pris et on les emmène. Nous, on est prescripteurs. Après, on ne peut pas aller tellement plus loin, c'est de l'ingérence. Et on le fait en interne à la COFAC. On pousse les initiatives individuelles. Maintenant, le réseau est plutôt, on va dire, voilà, on a des réseaux d'indépendants locaux, régionaux, très implantés géographiquement. On est vraiment sur des valeurs maintenant pour recruter, si vous ne poussez pas certains... Alors, la question que j'allais te poser, ouais. parce que si je suis un candidat et que je candidate chez Point P, je pense que j'ai une exigence envers un grand groupe comme ça, suppôt du capitalisme mondial, etc., pour vérifier qu'ils ont un niveau d'engagement RSE, sociétal, etc. Et certainement, ça va être, en termes de marque employeur, quelque chose de très important pour une société comme Saint-Gobain. Est-ce que sur une PME locale, il y a une demande du candidat qui est également importante? Oui, total. Ouais. On le sent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils viennent quand ils postulent et leur problématique, c'est voilà, à quelle valeur vous adhérez. Il n'y a pas que le salaire, les RTT, etc. Il y a voilà, qu'est-ce que vous poussez dans le marché, comment vous impactez sur le marché local et comment vous vous inscrivez dans une cohérence globale ou pas d'ailleurs. Et surtout, est-ce que vous n'êtes pas en opposition avec nos valeurs voilà. Est-ce que vous triez vos déchets, etc. Et on a de plus en plus ces questions. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça qu'on va essayer de labelliser nos adhérents sur des valeurs fortes pour pouvoir proposer quand on fait du recrutement en disant bah voilà, on pousse aussi ces valeurs-là et c'est important pour vous parce qu'eux doivent se reconnaître. Il y a énormément de jeunes, surtout la nouvelle génération des 16, parce que nous on les prend trop en contrat d'alternance, etc., des 16, 22, 23 ans. Si on leur raconte pas une histoire, ils viennent pas chez nous. Il n'y a pas que le salaire, le poste, l'intérêt, etc. S'il n'y a pas une vraie historique, et je pense qu'en étant des acteurs locaux, nous on a des adhérents, ils ont 150 ans, 200 ans, ils sont vraiment implantés dans la vie locale et donc ils s'impliquent dans la vie locale, et donc ça a une vraie résonance sur des problématiques actuelles aujourd'hui qu'il n'y avait peut-être pas avant où c'était Big is beautiful. Là, on est plus dans le local, régional. Voilà. Alors, dernière question. Donc, est-ce que le vertueux peut être rentable? Le problème, c'est que si faire tout ça, c'est juste des coûts supplémentaires, bah, dès que, comme ils nous ont expliqué à la première table ronde, là, que le marché allait être compliqué dans les mois qui viennent, est-ce que c'est des choses où on a un risque finalement que l'effort soit pas si durable que ça, parce que comme c'est un coût, bah, dès que ce sera un peu plus dur, on va faire des arbitrages voilà, entre la fin du monde et la fin du mois. Est-ce qu'on arrive à réconcilier l'économique et l'écologique? Ou est-ce que de toute façon c'est tellement vital qu'il va bien falloir se débrouiller et que dans les arbitrages c'est du non sacrifiable? Comment vous articulez les deux? Quel regard vous avez là-dessus? Il me semble que là, c'est impossible d'imaginer que ce sera plus cher, par exemple. Donc ça, on ne peut pas imaginer qu'on mette sur le marché une œuvre durable. C'est un peu le cas aujourd'hui, hein, mais une œuvre durable qui soit 5, 10, 15, 20% plus chère que l'autre, ça ne marchera jamais en fait. Ça va pas. Il n'y a pas de raison que ça soit attrapé par les clients. Donc il y aura, à mon avis, d'un côté une nécessité de rester à des conditions de prix, surtout aujourd'hui l'inflation, mais à des conditions de prix équivalentes. Et à côté, il y a cette histoire de contraintes, c'est-à-dire qu'on va se prendre quand même des coûts. Il y a certains coûts, ça va être difficile d'y couper. Hein. Je ne sais plus, c'est toi qui parlais des déchets là, à l'instant, je crois. Là, on va arriver dans ces sujets de déchets qui sont aussi importants. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais les problématiques de circularité, je pense que c'est quand même le truc d'après, là, ou de maintenant, entre le carbone et l'histoire de la récupération de déchets. Donc, pour nous, il y a des coûts, ça c'est sûr, mais ils sont finalement nécessaires. Et dans le commerce avec nos clients, difficile d'imaginer que, par exemple, les gammes dites durables seraient plus rentables ou significativement plus chères. Ça ne marchera jamais, quoi. Ça, c'est pas possible. Et donc, typiquement, dans notre approche, en tout cas, hein, ce qu'on cherche à faire dans la relation avec les industriels, et puis tout à l'heure, je vous parlais de construire en terre, quand on a réfléchi à ces sujets de réutilisation de terre excavée pour construire, il y avait presque un préalable à chaque fois dans la recherche qui était menée chez Saint-Gobain, c'était d'arriver au même coût économique, en fait, pour un produit décarboné, pour remplacer finalement des structures béton armé. L'idée était, il faudra que ça soit pas plus cher que l'équivalent en technique d'aujourd'hui. Eric ? Oui, alors
Nous, on a plutôt la perception que oui, ça va être plus cher, il n'y a pas le choix. Sauf que dans le temps, ça devrait s'atténuer. Je pense que là, on a un coût. Typiquement, là, je vous parlais d'une opération d'un adhérent qui est en train de recyclage de chaussures de sécurité, où on recycle 90%, qui est une opération là qu'on fait qui s'appelle Tacapass. On met des containers chez nos adhérents et nos clients payent pour faire recycler leurs chaussures. Ils payent à la paire de chaussures, ça leur est fait sur leur compte, les clients en compte, etc. Donc oui, c'est plus cher. Demain, lorsqu'on aura peut-être 400, 500 box de récupération, ça deviendra gratuit parce qu'on aura optimisé le truc. Mais je pense qu'on est dans un process qui, peut-être pendant 5, 10 ans, oui, ça va avoir un surcoût et c'est bien normal. Alors, peut-être pas chez toi parce que vous fabriquez français, donc du coup, mais nous, l'impact je prends une perceuse Bosch qui soit à 80% fabriquée et assemblée en Europe, on le paiera forcément pas le même prix. Là, il n'y a pas de doute. Maintenant, dans les années qui viennent, les modes opératoires vont nous amener à réduire cet écart, je pense. C'est un peu comme le bio. Le bio, au début, vous aviez des écarts colossaux avec des croissances qui étaient faibles. Après, l'écart s'est réduit. Et bon, maintenant, on voit que ça régresse. Bon, alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà, vous avez forcément un écart que vous aurez comme avec le bio qui va tendre à se réduire, je pense, dans les années qui viennent. Enfin, c'est notre job à nous de le faire réduire. Bon, je vais me faire disputer par Michel parce que évidemment il y a toujours tant à dire, etc. Peut-être garder quelques minutes pour la salle, pour les questions. Et s'il n'y a pas trop de questions, pendant ce temps où moi je vous relancerai après sur le recyclé. Mais j'aimerais bien qu'on prenne une ou deux questions de la salle d'abord, si possible, monsieur. Parlez bien fort et dites-nous qui vous êtes. Donc peut-être, je pense que ça a plus de sens dans l'outillage que dans le matériau. Enfin, oui, alors. Oui. Alors ça, c'était un sujet qu'on a pris depuis pas mal d'années. Et effectivement, nous, on a des conditions sur nos logistiques et chez les fournisseurs, mais depuis déjà assez longtemps, où vous avez le prix est conditionné par la quantité et ça fonctionne plutôt déjà bien. Après. Dire que c'est assez fort pour impacter, non. Clairement non. Actuellement, on sent que la différence de prix sur certains produits ne crée pas le décalage voulu. Et au niveau des conditionnements, je pense que derrière, on reste sur l'unité, possibilité d'achat en unité systématique. Mais en fait, nous, on l'a fait exactement ce que vous dites, je crois. Là. Enfin, en tout cas, on a augmenté les sous par combien là, c'est-à-dire le nombre de produits livrés pour les agences. Là, je suis vraiment juste entre les bases et les agences. Honnêtement, c'est un peu l'histoire de l'opportunité business. Hein. C'est que c'était parce qu'il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi parce que ça coûte moins cher, que le camion vienne moins souvent, en fait, accessoirement, quand même, il faut se le dire. Et donc, c'est une manière d'optimiser la logistique. Ça, c'était pour les petits produits, en fait, comme tu dis, et donc entre la base et les points de vente. Et puis après, il y a ce qu'on fait avec les industriels, où là, l'opportunité, mais elle est juste gigantesque, en fait. C'est que finalement, il y a des sujets économiques, mais et la contrainte arrive avec la RSE, c'est-à-dire qu'on avait quand même des relations dans le secteur des matériaux qui n'étaient pas ultra pointues dans l'échange de données entre distributeurs, négoces et industriels. Donc nous, on a démarré il y a quelques années, mais c'est franchement embryonnaire. Et là, à mon avis, il y a des gisements d'optimisation, je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez, mais dans les approvisionnements, c'est quasiment certain en fait. Alors ça, nous, c'est un truc qu'on voit. Alors pour le coup de Diamart, on travaille beaucoup sur quand on a développé notre activité plus techno et data à Diamart, je pensais, comme tout le monde, parce que j'avais lu de la presse, qu'on allait faire du big data, des machins très sur le big brother pour comprendre le client et prédire les comportements des clients et tout ça. Donc on fait des trucs sur la donnée client, mais ce que le marché nous demande et ce sur quoi on travaille le plus en réalité, c'est l'optimisation de la data pour la chaîne marchandise. Je suis complètement d'accord. En fait. Sur la data produit, sur l'optimisation, sur les PIM, sur les flux, sur la prévision des ventes, etc. Et c'est vrai qu'il y a des paybacks
qui sont incroyables sur l'optimisation de la chaîne. On va en parler, c'est une des tables rondes de cet après-midi qui aborde un des aspects de ça. Et là, effectivement, et là on voit bien comment les préoccupations écologiques et économiques peuvent se rejoindre. Oui, et donc tu as raison, la data produit, donc ça a démarré il y a déjà quelques années, hyper important. Ça devient très important parce que là, il y a le sujet de collecter, d'arriver à identifier la teneur en carbone d'un produit puis d'une solution, donc la monstre galère. Donc là, on a beaucoup de choses à collecter avec les fameuses DES, bon bref, pour pouvoir expliquer au client en fait. Parce que si je reviens sur le sujet de tout à l'heure, il faut qu'on puisse lui proposer quelque chose, lui expliquer pourquoi ce serait bien qu'il change. Et puis donc sur la data supply, oui, là tu as raison aussi. Je pense que je ne sais pas pourquoi, mais on était peut-être parce qu'on était donc dans des appros très locales dans notre métier. Finalement, ce n'était pas quelque chose qui avait été historiquement très optimisé. Et là, on retombe sur cette contrainte RSE, mais ce qui s'est passé, c'est surtout depuis 1 an et demi, le pic de demande et les industriels qui n'étaient pas prêts en sortant de Covid. Et en fait, ils se sont retrouvés avec zéro prévision de notre part. Et quand je dis de notre part, c'est Point P et beaucoup de nos confrères quand même, où on n'avait pas cette habitude d'une relation profonde dans la prévision, l'échange de données avec les principaux industriels. Et c'était nouveau lié à la situation un peu de pénurie, ou en tout cas de manque de volume. Il y a une culture flux qui est un petit peu plus forte chez vous, évidemment. Mais en même temps, c'est que 10% des appros. Tu disais le central. Oui. Donc, non, le central se fait directement avec le fournisseur, donc c'est l'activité principale. Et on est vraiment, voilà, on est dans une culture magasin chez nous, donc du retail classique, parcours client, magasin physique. Donc on est, voilà, pour nous, le stock et la réponse doit être à J plus 0, quoi. On doit l'avoir en magasin et quand on l'a pas, c'est vraiment un problème en fait. Dernière question. Bonjour, Christophe Latulière, société Tyrolite Abrasif. Je voulais revenir, merci d'abord pour le détail dans tout ce que vous avez dit, c'est un sujet immense. Je voulais revenir sur la partie de la labellisation, du label. Vous avez parlé, monsieur Allard, d'EcoVadis. Effectivement, on a entrepris cette démarche et on a un peu la même réaction que vous, avec beaucoup de travail, énormément de détails, et c'est pas simple. Et Monsieur Champion mentionnait tout à l'heure des critères, apparemment sélectionnés peut-être par vous-même. Est-ce que vous pouvez détailler un tout petit peu comment est faite cette sélection de critères et comment vous travaillez au niveau de COFAC? Alors non, en fait, au début, on s'était dit on va le faire nous-mêmes et on va créer notre label qu'on va pousser. On a même déposé plein de trucs éco-pro, etc. On avait tout déposé, on était parti là-dessus. On s'est dit on va embaucher 4-5 personnes et en fait, on s'est aperçu que non, c'était une erreur de créer nous-mêmes nos critères et de les valider ou pas d'ailleurs. C'est vous qui les validez, donc ça n'a aucune valeur. Et du coup, on est parti vers une institution qui est très connue, qui est dessus, vous avez Monsieur Bricolage qui y est, Bricomarché, etc., qui s'appelle le collectif Génération Responsable. C'est un organisme qui vous certifie, et ça fait 1 an qu'on certifie, pour certifier nos adhérents, on doit d'abord certifier la coopérative, et après ça va redescendre. C'est eux qui vont fixer, on va fixer avec eux les critères qui vont nous permettre de certifier certains de nos adhérents, et on va les faire évoluer. C'est ça aussi qui est intéressant avec eux, dans un parcours que eux vont nous imposer. C'est pas nous qui allons l'imposer. Je crois que la question de monsieur, c'était sur les critères de scoring des fournisseurs. Pardon, c'était ça ? Non, vous avez déjà répondu en bonne partie voilà. à la question. Et oui, okay. Ensuite, sur les critères de scoring, oui, ils sont. Ce sera un peu long à développer maintenant, peut-être. Mais en fait, juste pour prolonger un tout petit peu, si vous me permettez. Oui. Effectivement, nous avons aussi dans les divers métiers, par exemple, dans l'abrasif, il existe SEAM, qui est un organisme qui lui-même labellise la vertu RSE, l'engagement RSE. J'ai moi-même tenté de les faire collaborer entre EcoVadis et SEAM, sans succès jusqu'à présent. On verra la suite. Pensez-vous qu'il y a ce genre de démarche possible, par exemple, dans celle que vous citiez, Monsieur Champion ? Oui, bien sûr. Nous, ça va faire partie d'un des critères. Si vous avez des labellisations, si des fournisseurs ont déjà des labellisations, ça y est, vous passez la première étape, qui est à mon avis la première, et vous permettre d'accéder. En fait, on va pas se tirer une balle dans le pied non plus. C'est une évidence. Il faut qu'on puisse continuer à travailler. Notre idée, c'est de
d'insister là où ça fait bien et puis de dire là où ça fait mal en disant écoutez, vous, si vous continuez, c'est plutôt des voilà, vous allez être vert, vous allez être orange, vous êtes rouge, on vous laisse un peu de temps parce qu'on va pas, et puis de toute façon c'est pas nous qui décidons de vous sortir, c'est nos adhérents, donc attention, vous allez plus paraître, c'est tout bête, hein, c'est dans la com qu'on va faire demain, si ces fournisseurs là ne répondent pas à nos critères, on les met pas dedans, donc naturellement on va pas faire de com sur eux, naturellement ils vont pas se retrouver en stock dans les magasins, naturellement ils vont pas faire de vente, naturellement ils vont sortir en fait. Et alors c'est encore une fois, on a cette force là en tant que distributeur et on en joue, hein, on est désolé, mais c'est notre rôle. Voilà, on va de plus en plus influer là-dessus. Avant c'était vraiment le prix, la disponibilité, la technicité, etc. Maintenant on va rajouter un critère qui est en train doucement de remonter la pente des 5-6 critères pour devenir, je pense, d'ici 4-5 ans dans les 3 premières places, je pense. Merci. Le mot de la fin ? Mot de la fin. Le message. Très bien. Parce que vous êtes, enfin oui, ils sont un peu enthousiastes quand même. Non, mais complètement. Oui, on est oui, peut-être pas. On est finalement pas si pessimiste que ça, nous, pour l'année prochaine, d'ailleurs. Mais mot de la fin, moi, je vous l'ai un peu dit, je pense. Hein, nous, très, très franchement, ce que je ressens pour bosser depuis un moment dans ce secteur, il me semble qu'on a la chance, là, tout d'un coup, que ça soit devenu le secteur un peu en pointe. Hein. On a découvert que le bâtiment était responsable de beaucoup d'émissions de CO2, donc ça, c'est pas bien. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que finalement, c'est peut-être un problème, mais en fait, on va être ceux qui apportent la solution. Et donc, nous, on trouve ça chouette chez Point P et plus largement chez Saint-Gobain d'avoir cette chance, un peu en quelque sorte, et d'où ce que je vous disais sur les salariés qui sont assez du coup, motivés par une ambition évidemment importante, mais en tout cas qui est assez concrète dans l'impact sur la société. Oui, alors moi, peut-être un mot de la fin. On entend, c'est vrai, depuis cet été, on a un discours qui est très pessimiste. On a des personnes assez célèbres, dont des astrophysiciens, qui vous expliquent qu'en fait, l'avenir, c'est la décroissance. Il n'y a que ça comme solution par rapport à la RSE, par rapport à l'environnemental, etc. etc. Je pense que c'est une grave erreur. Premier point, c'est-à-dire que c'est pas dans notre ADN. L'humanité a toujours été faite à vouloir meilleur pour le futur. Alors c'est peut-être pas le même meilleur, mais c'est quand même un meilleur matériel. C'est-à-dire que proposer à nous qui vivons à 4 personnes dans un 100 mètres carrés avec une voiture, un frigidaire, de dire l'avenir pour vos enfants, c'est plus 100 mètres carrés à 4, mais c'est 80, c'est plus un frigo, mais c'est quelque chose d'autre, c'est plus une voiture, mais c'est une trottinette, etc. On abaisse le niveau de satisfaction et de volonté et on annihilie complètement l'humanité. Et je pense que on n'est pas fait pour ça, l'humanité. Par contre, on est fait pour... on a toujours eu l'habitude de regarder la colline et d'aller se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a des contraintes. Et derrière, on est capable de faire face à ces contraintes et d'évoluer dans ce sens. On nous a expliqué pendant tout l'été que la voiture électrique, c'était pas l'avenir. Non, c'est faux. Si on lit bien les études profondément, parce que moi, ça m'a choqué quand on m'a dit ça, il y a eu énormément d'articles en disant non, mais c'est pas cohérent, etc. Donc, je suis allé chercher énormément de littérature. En 2021, il y a eu énormément de littérature faite. C'est, oui, une voiture électrique, si elle est bien faite, c'est-à-dire que si elle est produite avec des batteries dans des usines qui sont faites dans le nord de l'Europe, si elle est faite avec des composants qui sont pas trop loin, si elle est faite avec de l'énergie qui vient du nucléaire, si ça devient, c'est 70% moins génératrice de CO2 qu'une voiture classique. Donc ça, c'est une vérité, etc. Alors évidemment, si vous ne le fabriquez pas bien, c'est que 30%, et là, tout le monde se jette dessus en disant non, c'est une aberration. Oui, on est bien d'accord. Mais je pense que l'humanité est capable d'évoluer vers quelque chose de génératrice d'avenir, et pas du tout se dire la perspective, c'est il faut moins manger, moins produire, moins se déplacer, moins rêver, s'enterrer. Ça, c'est pas une perspective. On est capable, je pense, de trouver par l'innovation, par la digitalisation, par plein d'outils, comment faire demain pour qu'on puisse en même temps respecter et l'homme et la planète. Voilà. Mais moi, je suis très positif parce que justement, ça va générer du mouvement et ça va générer des flux, ça va générer une création d'entreprises, ça va générer du commerce différent. Et là, il y a des choses à faire. Et je pense qu'on va être très acteurs dans les années qui viennent là-dessus. Et moi, je reste très optimiste, en fait. Même pas peur. Merci à tous les deux. Merci à vous.